Présent. Je suis Olivier de Charsonville, directeur de la culture au département. Donc on est très heureux d'accueillir cette table ronde sur la mode pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet qui n'a pas été abordé chez nous de façon très précise depuis certainement très longtemps, alors que le territoire a une culture de l'activité autour de la mode avec l'horlogerie et de très haute qualité au XVIe et au XVIIe, une fabrique de draps de laine qui faisait des manteaux au XVIIIe, et puis je pourrais en égrener, il y a une fabrique de chaussures également qui est restée là jusqu'au début du XXe siècle. Et puis encore aujourd'hui, nous avons le groupe Louis Vuitton qui est arrivé à Vendôme en créant des ateliers, enfin en réimplantant des ateliers donc à Vendôme avec plusieurs centaines de salariés. Donc c'est une culture que nous avons et voilà, on était très heureux de travailler et de préparer ça avec les rendez-vous de l'histoire. Donc je vous confie à Manuel Charpie, chargé de recherche au CNRS, et je vous prie d'excuser le président du département de Loir-et-Cher, donc Philippe Gouet, et Madame Tania André, vice-présidente à la culture, qui n'ont pas pu être avec nous, parce qu'il y a un programme chargé pendant tout le week-end, voilà, mais qui me charge de vous remercier d'être présent. À vous, monsieur le modérateur. Merci de l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. On va présenter et dialoguer à peu près 1 heure. On va essayer de ne pas être trop long, qu'on ait le temps d'échanger ensuite. Ce sujet, donc travailler pour la mode ou travailler dans la mode, il a changé, le titre a changé plusieurs fois. Venait de tout un tas de questionnements ces dernières années. Plusieurs d'entre nous ont travaillé sur le monde du vêtement, le monde de la mode, de la confection. Et en ayant l'impression, alors c'est peut-être à contretemps de ce qui vient d'être dit, mais qu'on arrivait trop tard. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai essayé de travailler sur l'histoire du Sentier à Paris, le quartier de la confection, et avec l'impression d'arriver trop tard, ce qui n'est pas très grave quand on est historienne ou historien, on est assez habitué à arriver trop tard. Mais avec du coup une vraie difficulté à trouver des traces, des archives, des traces de cette activité. Et sans doute à cause de plusieurs raisons de spécificité du travail dans la mode. La première singularité du travail dans la mode, c'est vrai pour d'autres secteurs bien sûr, mais c'est le caractère très instable du travail, très fragile, très saisonnier. On en reparlera, mais c'est évidemment un travail qui est soumis aux aléas des succès, mais aussi des saisons. L'autre chose, c'est sans doute, vous le savez, le fait que le travail dans la mode, dans la confection, dans le vêtement, est un travail très souvent disséminé à domicile, et donc ça laisse peu de traces d'archives. Et puis, bien sûr, quand on parle de confection industrielle, si je vous dis confection industrielle Chine, vous avez tous en tête ces grands ateliers avec des machines à coudre alignées. En fait, c'est une construction un peu médiatique. Quand on enquête d'un peu près, je pense au travail de Gilles Guilleux, pour ceux qui s'intéresseraient à ça, sur la Chine. Quand on travaille de près, il montre aussi que ce sont plein de microscopiques ateliers disséminés, y compris dans l'atelier du monde. Donc ça, cette dissémination, délocalisation, qui est très ancienne, du travail fait qu'on trouve peu de traces. Et en même temps, on a quand même beaucoup de traces médiatiques sur ce monde de la confection, avec un jeu de contraste qu'on a même conservé dans un sens dans le titre, qui est le monde de la mode, qui paraît une sorte de monde merveilleux, où les choses doivent être faciles, fluides, etc. Et puis un travail beaucoup plus dur. Et vous avez toutes et tous croisé à un moment des reportages sur les petites mains dans la haute couture, et où on joue comme ça de ces contrastes entre les robes qui font rêver et puis des tout petits salaires et du travail de nuit. Et puis bien sûr, on a tous en tête, quand on parle du travail pour la mode, des grandes catastrophes. Pour les plus âgés, vous devez avoir en tête des incendies, parce qu'en fait tout le XXe siècle a été jalonné de grands incendies dans la confection. Parfois avec des catastrophes tout à fait considérables. Et puis on a tous en tête, je pense, la dernière très grande catastrophe, l'effondrement du
Rana Plaza, pardon, à Dhaka, qui a fait plus de 1200 morts, ce qui est quand même assez rare en fait dans les énormes catastrophes industrielles. Tout ça pour dire qu'il y a une représentation et en même temps un défaut d'archives, beaucoup de représentation et un défaut d'archives, et que finalement, là je vous montre une archive formidable, peu de choses et formidable, qui est un petit papier qu'on accrochait dans les rues de Paris pour recruter de la main-d'œuvre pour la confection. On ne le voit pas. Alors on ne le voit pas, me dit-on. On me voit moi, ce qui est très très intéressant. Alors ça, voilà, ok, merci. En fait, ces petits bouts de papier qui étaient placés dans tout Paris, en l'occurrence, pour recruter de la main-d'œuvre, notamment au moment de la presse, au moment où il fallait du monde. Et ce bout de papier qui était en fait très ordinaire, et nulle part, et s'il est là, si je vous le montre, c'est simplement qu'il a été collecté pas parce qu'il est écrit « On demande de suite de bonnes ouvrières en robe, rue Le Pelletier », mais parce qu'un ouvrier a écrit « Vive Napoléon IV », et donc c'est saisi par la préfecture de police. Mais c'est un accident archivistique d'avoir ce document, et pourtant on sait que c'était tout à fait courant, que c'était le système de recrutement voilà, par un affichage dans la rue. Je vous montre ce document parce que oui, il est unique dans un sens. En fait, ce qu'on a quand on travaille sur ces sujets-là, c'est plutôt beaucoup d'enquêtes statistiques dès le milieu du 19e siècle, je vais y passer vite, mais où vous avez des enquêtes constantes qui essayent de mesurer le travail, le nombre d'embauchés, les variations saisonnières. Ici, vous avez des mesures de l'embauche et de la débauche au cours de l'année. C'est un sujet qui intéresse notamment à Paris, j'y insiste un peu. On a autour de 250 000 personnes qui travaillent pour la mode à Paris à la fin du 19e siècle. Donc c'est un secteur tout à fait considérable. Une majorité de femmes, on y reviendra. Et puis va naître toute une tradition, et j'avais été frappé par le très beau livre de Julia Menzi-Thierry quand il est sorti, parce qu'il faisait vraiment écho à ce livre. Un livre qui sort en 1888 et qui inaugure un peu une manière d'aborder ce monde qui s'appelle « Les coulisses de la mode » par un auteur formidable qui s'appelle Ali Coffignon et qui enquête dans les coulisses de la mode sur comment on travaille, comment on fabrique la mode. Et puis vous le voyez, j'ai remis cette image comme en écho, vous voyez des couturières qui viennent regarder les petites affichettes accrochées sur le mur pour chercher au quotidien du travail. Mais donc naît comme ça toute une littérature d'enquête qui va décrire les coulisses de la mode. Un autre ouvrage qui est assez important qui s'appelle Les Reines de l'Aiguille, qui est une énorme monographie 1902 et qui va comme ça aussi montrer avec, vous le voyez, c'est Les Reines de l'Aiguille, c'est sur la haute couture, et puis les chapitres s'appellent Terrains vagues, couvents et forêts. Ça vous donne un peu une idée de cette... voilà, on rentre dans le dédale et les arrière-cours de la haute couture. Donc il y a une tradition assez longue. Et puis, il va y avoir une autre tradition, mais enfin, le terme est un peu fort. Je pense que vous connaissez toutes et tous de Marguerite Audoux. Mais quelques couturières vont se mettre à écrire et vont témoigner. Et vous savez que Marguerite Audoux, en 1910, c'est la première à obtenir le prix Femina, où elle va comme ça témoigner de la vie dans les ateliers. Et au final... ce qu'on trouve et ce qu'il faut construire en fait quand on est historienne ou historien sur ces sujets-là, c'est pas mal d'archives privées. Enfin, je dis pas mal et en même temps c'est très éclaté, très morcelé. Je vous donne juste un exemple, mais dans le Sentier, j'ai dû rencontrer une cinquantaine de familles à peu près, et à la fin, je dois avoir l'équivalent de 2 cartons d'archives. Donc, si vous me passez l'expression, le rendement n'est pas très bon, parce que ce sont des bouts de choses. Parce qu'en fait, une petite entreprise, notamment familiale, n'archive pas grand-chose. La comptabilité part à la poubelle quand on n'en a plus besoin. Les modèles et les dessins se périment, on les jette. Donc, on a des traces photographiques qui montrent quand même qui montrent l'organisation des espaces. Et puis on peut trouver, parfois on en reparlera peut-être tout à l'heure, des archives privées des petits entrepreneurs. Ici c'est la maison Elbertex qui était rue de Turenne à Paris. Et en 1998, sentant qu'ils étaient en train de fermer, de mettre la clé sous la porte, ils ont fait une sorte de petit film d'entreprise qui est formidable. Vous pouvez le trouver en ligne, on l'a mis à disposition, on l'a numérisé et mis à disposition, ça s'appelle Confection pour dames,
où il montre toutes les étapes du travail, et avec quelque chose de très troublant pour ceux qui ont travaillé sur l'histoire de la confection, c'est qu'on a une structure où on voit encore on fait la coupe en boutique, et puis, enfin en boutique, au-dessus du magasin, et on envoie à la couture dans des appartements à Belleville. Voilà, on a encore une structure complètement dans la suite du 19e siècle. Et puis on trouve ce genre de choses aussi qui, quand on travaille sur la mode, est à la fois formidable et pas facile à exploiter, mais c'est les carnets d'embauche de certains fabricants. Je vais m'arrêter, je vais rester sur ça pour terminer. Du coup, les questions qui nous paraissaient intéressantes, c'était bien sûr la nature du travail. Est-ce qu'il y a une spécificité du travail dans la mode liée à la nature du produit? La question des représentations, mais du coup aussi, vous le comprenez, des traces que laisse ce travail. Et on va sans doute parler pas mal d'invisibilité aussi, puisqu'on parle de travail des femmes. Mais voilà, en tout cas, la question de ces traces. Et puis, pour finir très largement, évidemment, la question du genre. C'est trop vague dit comme ça, on va rentrer dans le détail, mais qui est tout à fait centrale dans ce sujet. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup aux deux intervenantes et à l'intervenant d'avoir accepté de venir. On va commencer par, et puis je ferai les présentations au fur et à mesure si ça vous convient. On va commencer par Tanguy Perron, historien du mouvement social et du cinéma et des liens entre mouvement social et cinéma, et qui travaille, qui est chargé du patrimoine à l'association Périphérie, et qui va nous parler d'un film que vous ne verrez pas. Il va vous expliquer pourquoi. Merci. Pardon, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous ne verrez pas le film parce qu'il n'existe pas en son entier. Il est en voie de restauration. Il y a une copie à la Cinémathèque française. Il y a un travail qui est en cours et on aimerait le présenter plus grandement bientôt. Alors, donc oui, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Au début, quand Manuel a parlé de ton sujet, moi, paraissait un peu à la périphérie de ses préoccupations, hein, puisque je travaille effectivement sur les rapports entre mouvement ouvrier et cinéma. Mais il s'avère qu'il existe une coopérative ouvrière qui s'appelle le Cinéma du Peuple, qui a été fondée en 1913, fin 1913, sur laquelle je dirai quelques mots. Et le premier film de cette première coopérative du mouvement ouvrier s'appelle Les Misères de l'Aiguille, est entièrement consacré au travail des femmes à domicile pour le dénoncer. Donc l'occasion était trop belle pour ne pas en parler. Pour cette coopérative, le Cinéma du Peuple, qui fait, quand on l'a redécouverte dans les années 90, ça a complètement bouleversé nos représentations des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma, où grosso modo, autour de la thèse et suite à la thèse de Pascal Horry, on se concentrait beaucoup sur le Front populaire, sur l'aventure de la Marseille et tout ça. Et au mieux, on disait, on trouvait quelques traces de films soviétiques dans les années 20 avec les amis de Spartacus, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. La découverte des archives, fondamentale quand on est en histoire, d'une archive cinématographique entre autres, et là c'est un plaidoyer pour introduire les archives cinématographiques dans une histoire sociale plus vaste. La découverte de ces archives nous a fait remonter le curseur de cette histoire beaucoup plus tôt. Donc le Cinéma du Peuple, dont il n'existe pour l'instant qu'un film en entier restauré donc au milieu des années 90, qui s'appelle La Commune, sur la Commune de Paris. Cette coopérative a été créée en 1913, à la fin 1913, suite à beaucoup de déclarations et de pratiques du mouvement ouvrier, en particulier au sein des bourses du travail. Les bourses du travail, l'autre pilier extrêmement important de la vie syndicale française, sur lequel on manque encore peut-être un peu de recherche. Il y a mon siège qui tout d'un coup se... Ça fait partie du spectacle et maintenant c'est un cours bon. Donc non c'est bon. Ça tient. Ça va, ça tient jusque là. J'ai dû jouer avec mes pieds en même temps. Donc je parlais de la coopérative Le Cinéma du Peuple qui est créée suite à un désir et à des écrits liés au syndicalisme révolutionnaire et au mouvement anarchiste en particulier, et repris par la CGT, une CGT syndicaliste et révolutionnaire de l'avant 14.
cette coopérative a été une réaction à un discours jugé infamant et débilitant représentant la classe ouvrière et les ouvriers en particulier, les montrant sous l'emprise de l'alcool, où souvent on montrait les leaders ouvriers sortant du bistrot et déclenchant une grève. Donc voilà, il y avait une espèce de moralisme anti-ouvrier qui se mêlait pour une représentation négative du mouvement ouvrier. Donc, et en même temps, le mouvement ouvrier avait pris conscience de l'importance du cinéma sur les masses, pour dire vite. Et après une phase de rejet, sur laquelle je ne vais pas venir, il en est venu à vouloir produire et diffuser ses propres films. Donc voici pour le contexte, si vous voulez, idéologique de la création du cinéma du peuple. Et donc cette coopérative est créée en novembre 1913 et très vite il décide de faire un film. Donc le premier film, ça va s'appeler Les Misères de l'Aiguille. Les conditions d'élaboration de ce film-là sont passionnantes du sens où il y a vraiment un côté, il faut y mettre le mot collectif, puisque le scénario est conçu collectivement au sein de la Fédération de l'habillement, qui est située dans le 15e arrondissement de Paris. Il y a des petites annonces dans la bataille syndicaliste, journal officieux de la CGT, dans l'entourage des syndicalistes révolutionnaires qui sont en perte de vitesse, en déclin en tout cas à cette époque-là, mais néanmoins qui sont encore vivaces, qui disent que les camarades viennent pour l'élaboration, la lecture collective du scénario. Et une fois qu'ils ont conçu collectivement ce scénario, ils demandent aussi aux personnes de venir collectivement jouer, que les camarades amateurs et professionnels viennent jouer leur rôle. Donc vraiment, il y a une volonté d'autonomie ouvrière qui est très intéressante. Est-ce que ça va jusqu'au bout? On le verra par la suite. Voilà pour la première chose. Donc le film, pour vous dire très vite, je l'ai retracé, mais grâce à cette brochure, hein. Donc le film retrace l'itinéraire, ou plutôt le calvaire, de Louise Deschamps, de sa sortie de l'école municipale et de son entrée en apprentissage jusqu'à son embauche par la coopérative de l'Entraide, sur laquelle je vais revenir. C'est quasiment une résurrection, quoi. C'est quasiment un chemin de croix. C'est ça, c'est un fond libertaire syndicaliste révolutionnaire. Néanmoins, ça se calque sur les mélodrames populaires de l'époque où on voit ce chemin de croix et cette résurrection. Ce qu'il y a, c'est que le Deus ex machina, c'est pas l'Église qui l'apporte, mais c'est le mouvement ouvrier, c'est la coopérative. Et c'est le lieu de la renaissance de cette jeune ouvrière. Donc cette jeune ouvrière a 18 ans. Louise est arpète dans un atelier, rue de la Paix. Notre Louise est une bonne travailleuse, connaissant son métier. Son patron ayant remarqué sa joliesse, elle repousse violemment ses avances, insistante. Elle le gifle. Et elle est renvoyée. Louise se marie avec un ouvrier typographe, un bébé vin. Georges est le type de ces ouvriers égoïstes, ni bon ni mauvais, simplement personnel, n'ayant aucune idée de la solidarité ouvrière. Le mari de Louise refuse ainsi de se joindre à la grève lancée par un ouvrier, Paul Duroc, suite au mauvais traitement d'un apprenti par le contremaître. Ce dernier félicite d'ailleurs Georges. De santé délicate, Georges tombe gravement malade. Ouvrière à domicile, Louise, enchaînée à sa machine dès 6 heures du matin, s'exténue à la tâche pour toute sa famille. Georges meurt et l'huissier leur donne congé. Avec son enfant, le petit Pierrot, Louise se jette alors dans la Seine. La mère et l'enfant sont sauvés in extremis par Paul Duroc, le protecteur des apprentis maltraités par les contremaîtres. Celui-ci, qui a été aidé par son fils, les emmène chez lui où sa femme Germaine tente de réconforter la malheureuse. Le lendemain, la femme du militant conduit Louise à l'entraide et la présente à ses amis qui l'accueillent avec chaleur. Et à la fin, les derniers mots qui s'inscrivent sur l'écran, c'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc on a un des premiers films marxistes de l'histoire du cinéma, qui se veut comme tel, un premier film collectif, et le premier film de l'histoire du mouvement ouvrier est consacré au travail des femmes. Ça méritait d'être mis en valeur. Film de 13 minutes, qui est proposé aux sociétés savantes en janvier 1914, donc il est conçu en quelques jours, réalisé en quelques jours, et il passe tout de suite dans la continuité de ses intentions de déclaration. Cette première séance est vraiment importante puisqu'elle est commentée par Gabrielle Duchesne. Gabrielle Duchesne, qui est une féministe, qui se revendique comme telle, et qui qui est venue qui s'est intéressée au travail des femmes en écoutant Jaurès, en découvrant Jean Jaurès, avec la parole de Jean Jaurès qui l'a beaucoup marqué. C'est une femme de milieu bourgeois, et elle va fonder la coopérative L'Entraide en 1908, coopérative L'Entraide, qui est le lieu de la résurrection de cette narration que je viens de vous faire, qui a effectivement existé et qui disparaît dans les années 20.
et passe du coopératisme comme idéal socialiste, comme idéal ouvrier, du coopératisme dont elle maintient l'idéal, mais on en voit les limites. Donc elle passe du côté du syndicalisme et va beaucoup participer à une défense syndicale des femmes dans les milieux de la couture. Et cet argumentaire, cette petite brochure que Manuel a eu la gentillesse d'aller retrouver dans le fonds Gabriel Duchesne aux archives de la ville de Paris, archives historiques de la ville de Paris, non seulement décrit le film, mais décrit les intentions et les conditions de travail. Et vous voyez, il y a marqué, il y a à Paris plus de 300 000 femmes qui sont dans l'obligation de louer leurs bras au prix avilissant. Et en fait, ça correspond aussi à un moment, une histoire du mouvement ouvrier et du travail à domicile, où il y a une loi sur l'hygiène en 1903 qui a fait que des grandes maisons se sont séparées de leurs ouvrières et on leur demandait de travailler à domicile. Donc, on leur demandait, on leur imposait de travailler à domicile. Il y a une grande maison qui a 1000 employés, et s'en débarrasse de plus de 1000, elle s'en débarrasse de 1000, pardon, à peu près, en leur demandant de travailler à domicile, et elle en garde 10 à peu près. Donc ils sont toujours en état de dépendance. L'électrification plus la généralisation des machines à coudre ont au contraire relancé le travail à domicile, où il y a à la fois de l'exploitation, mais aussi de l'auto-exploitation, parce que les ouvriers à domicile pouvaient elles-mêmes sous-traiter le travail qu'elles avaient à faire. Donc il y a une situation absolument catastrophique au niveau de l'emploi, et Gabriel Duchesne se sert de toutes ces ressources de militantes pour dénoncer cet état de fait, et ça va aboutir d'ailleurs, elle va revendiquer l'égalité salariale et un salaire minimum. Et donc ce film-là fait partie de ce travail d'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut travailler et l'histoire du travail, et l'histoire du cinéma, et l'histoire des mobilisations des femmes. Si chacun en est dans notre couloir, on n'arrivera pas à faire parler ce film-là, et on va rater plusieurs choses. Ce film-là qui serait comme le manifeste d'une coopérative libertaire, syndicaliste et révolutionnaire, et aussi un manifeste féministe, mais qui passe par les canons dominants des mélodrames populaires. Et vous avez vu dans le scénario que je vous ai lu, tiré de la brochure, c'est que malgré tout, bon, il y a des choses assez simples. Le héros ouvrier s'appelle Duroc. C'est un homme forcément solide. Le mari, un peu lâche, jaune et qui ne soutient pas, il s'appelle le Duc. Son nom porte déjà la trahison de classe en lui-même. Et c'est le militant qui sauve la femme de la noyade et qui apparaît ensuite, qui la sauve, et ensuite elle va à l'entraide, dans la coopérative L'Entraide, où elle redécouvre la solidarité ouvrière. Donc ça utilise les canons dominants de l'époque des mélodrames, tout en voulant insuffler une morale socialiste. Est-ce que ça arrive à arriver à une autonomie de la pensée ouvrière, une autonomie de l'expression ouvrière? Non, bien sûr, mais ça serait fantasmer aussi l'expression d'un cinéma qui soit prolétarien pur et dégagé des intentions, de toute intention, de toute influence idéologique. Ce film méritait néanmoins d'être remarqué parce qu'il est remarquable. J'ai parlé de Gabriel Duchesne. Il y a une femme extrêmement importante aussi, c'est Marcel Capy. Marcel Capy qui est attaché au journal justement La Bataille syndicaliste. La bataille syndicaliste, donc, qui a été un des ferments de cette coopérative ouvrière, de cette coopérative cinématographique. Marcel Capy, au même moment, qui est aussi, elle, de milieu aisé, son père est capitaine d'artillerie. Elle fait des enquêtes remarquables qui vont être republiées dans les années 80 chez Styro, je pense, sur le travail des femmes. Et beaucoup d'articles sur le travail des cousettes, comme elle dit. Et elle s'embauche, c'est quasiment une établie avant l'heure, si l'on peut dire. En tout cas, elle est dans la tradition de l'enquête ouvrière. Hein, on ne va pas forcément parler tout de suite d'établissement, où elle va se faire embaucher, par exemple, dans la zone où elle va être ouvrière pour récupérer les déchets animaux pour faire de la colle. Elle va travailler dans une chaîne d'usines d'obus avant 1914. Hein, donc, et ces travaux d'enquête ouvrière publiés dans Bataille syndicaliste sont tout à fait contemporains du film Les Misères de l'Aiguille. Donc il y a vraiment une conjonction aussi de mobilisation.
Et ces travaux vont aboutir d'ailleurs, puisque une première loi devait être votée en 1915 grâce à Gabrielle Duchesne, qui a un réseau international et fait partie du comité des femmes pour la paix, aussi du comité contre le travail à domicile, et elle obtient en 1915 une première réglementation donc pour l'égalité des salariale, ce qu'ils revendiquent, et les syndicats peuvent s'appuyer dessus, et aussi pour comment codifier le travail à domicile. Donc, par ce film-là, on peut tirer beaucoup de films. Et pour vous dire aussi, mais comment perçu, conçu dans un moment syndicaliste révolutionnaire, dans un moment collectif, hein, j'ai parlé d'une écriture collective du scénario, on pourrait parler du casting aussi. Et là, entre l'élaboration du film et sa réalisation, et entre sa réalisation et ses sorties de film, on voit une série de glissements qui annoncent eux-mêmes les glissements du mouvement ouvrier. On aurait pu commencer, et les cinéphiles le feront indubitablement comme ça, que le premier rôle de Louise, donc l'ouvrière qui est sauvée par le mouvement ouvrier et qui redécouvre sa personnalité, qui est sauvée physiquement et qui redécouvre le sens de la vie grâce à la coopérative, c'est Musidora en fait. Musidora qui a été objet de fantasmes des surréalistes parce que c'est elle qui joue dans Les Vampires de Feuillade. C'est Irma Vep en fait. Irma Vep qui est à la fois une vampe et un vampire. Donc dans l'histoire du cinéma, on pourrait remarquer, dire que ben, voilà, c'est le premier rôle de Musidora qui elle-même était fille d'une féministe, puisque sa mère s'était présentée à la fin du XIXe siècle au quartier latin lors d'élections, où c'est bien que les femmes n'avaient pas le droit de vote, donc encore moins le droit de se présenter. Donc ça a été repris par le Parti communiste en 1925, mais dans le mouvement libertaire, ça existait aussi. Il y a aussi des gens qui viennent d'une Moulin-Rouge, de l'Odéon, de Châtelet. Alors grosso modo, ce mouvement collectiviste d'acteurs amateurs, c'est pas ce qu'on met en avant en fait, puisqu'à la fin on met, il y a une volonté de légitimation importante. Voici d'une part ce qu'on pourrait remarquer. La première séance a lieu donc aux Sociétés Savantes dans le quartier latin et elle se passe bien. Alors il y a toute une partie chantée, il y a une chanson qui arrive de Xavier Privat sur Celle qu'on oublie, comme il y a tout un répertoire dans le théâtre d'agitation libertaire, dans les bourses du travail, sur le travail des ouvrières à domicile. Et seulement la partie cinématographique dit Le Libertaire, journal anarchiste fondé par Sébastien Faure et Louise Michel, qui sont aussi des parrains du Sébastien Faure, qui est aussi un des parrains du cinéma du peuple, dit la partie cinématographique était un peu moins bien parce que c'était pas très bien éclairé. Il y a eu un problème technique comme avec le siège tout à l'heure. Voilà donc, et il y a une seconde projection qui est faite. Je me rattrape peut-être sur ça. Il y a une seconde projection qui a lieu en février. Et là, alors je vous ai cité le final du film. Je pense qu'il s'inscrit vraiment avec ces derniers mots. C'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Comme le dernier film du cinéma du peuple se termine avec « Vive la commune ». Mais néanmoins, quand on présente ce dernier film en février 14, il y a un grand meeting aux Sociétés Savantes, toujours dans le 5e arrondissement. Et là, il y a d'autres orateurs. Il y a le Conseil national des femmes françaises, section du travail, la Ligue française d'éducation morale, présidée par Madame Jules Siegfried, interviennent des orateurs, très majoritairement masculins, dont le dosage et l'origine sociologique me font penser aux séances anti-alcooliques justement, puisque parlent aussi 3 députés, dont Marcel Samba, un pasteur, un abbé, un docteur, et enfin il y a une seule femme qui prend la parole à la fin, et c'est Jeanne Bouvier, dont les mémoires ont été publiées par les éditions Maspero aux années 80 comme ouvrière du textile. Et le meeting s'achève par des projections lumineuses sur les misères du travail à domicile, donc les misères de l'aiguille, commentées par Gabrielle Duchesne. Et Gabrielle Duchesne clôt son intervention en disant « Il n'y a pas seulement un devoir élémentaire de justice à remplir, un acte de morale collective à réaliser, il y a aussi un patrimoine national, c'est écrit en grand, à sauvegarder, la misère engendrant la dégénérescence physique et morale avec toutes ses conséquences et constituant une menace certaine pour l'avenir du pays. » Et moi, je me suis servi de ce film-là, mais on peut l'interroger selon ta problématique. Je me suis servi de ce film-là aussi pour illustrer, hélas, pour montrer d'un côté que le mouvement ouvrier s'est tôt emparé du cinéma et que donc le premier film est consacré au travail à domicile, mais aussi que cette coopérative était un lieu où on pouvait observer les glissements du mouvement ouvrier et les rapprochements du mouvement ouvrier. À la fois, il est syndicaliste révolutionnaire, libertaire,
Ça, c'est sa séance de janvier. Et en février, il annonce des rapprochements qui eux-mêmes annoncent la période de l'Union sacrée. Voici pour ma première intervention. Merci beaucoup. On va passer la parole à Julia Bensittiri. Merci d'être là. Tu arrives de Bruxelles et tu es anthropologue rattaché, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur, au LSRS. Oui, à Nanterre. À Nanterre. Et puis tu enseignes aussi parfois à l'ULB. Ça va comme ça. On a voulu t'inviter parce que tu as publié un livre formidable qui s'appelle « Le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode ». Vous comprenez l'écho par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Et je te laisse la parole. Merci. Je vais allumer ici. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, Manuel. Je suis vraiment très contente d'être là et je vais en effet partager mon regard qui n'est pas celui d'une historienne. Moi, je suis donc anthropologue, je fais de l'ethnographie. Ça engage des relations vraiment dans le présent, des relations corps à corps avec les travailleurs et travailleuses du monde de la mode. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques éléments un peu généraux de ma recherche, de ce livre, mais aussi de ce que j'en fais après, et pour qu'on puisse débattre, et aussi de l'enjeu, de l'intérêt du travail dans la mode, de s'intéresser au travail dans la mode, ce qui est peut-être commun pour les historiens, en tout cas pour ce qui est du travail ouvrier, mais il y a quand même, comment dire, un grand flou, un grand manque de documentation dans les sciences sociales, plus anthropologie, sociologie, sur la mode comme objet, parce que c'est un objet qui n'est pas forcément légitime, parce que ça renvoie à un imaginaire de frivolité, de quelque chose de superflu, et encore moins interroger les dynamiques du travail, non pas ouvrier, qui s'inscrit dans toute une tradition qui vient d'être évoquée, mais d'autres formes de travail qui peuvent être celles auxquelles je me suis intéressée, les mannequins, les stylistes, les coiffeurs, les blogueuses, les étudiants, étudiantes, enseignants, attachés de presse, etc., etc. Donc, pour vous donner une vague idée de la portée politique du travail dans la mode, et de la mode en général, c'est la deuxième industrie en France, la plus puissante après le pétrole et avant les automobiles. C'est le textile au sens large, c'est 6% de la consommation mondiale. Ça mobilise énormément d'emplois en France, des emplois réglementés, certifiés, documentés, et encore plus des emplois précaires, du travail gratuit, etc., etc. On en parlera. Et à l'échelle globale, on estime, ce sont des rapports d'ONG croisés avec d'autres types d'organismes, que 3 personnes sur 10, d'une manière ou de l'autre, travaillent pour l'industrie textile. Donc vous voyez bien que ça mobilise une force de travail globale immense et qui est une force de travail surtout féminine, ce qui est un enjeu pour moi très important. Aussi, pour plaider en faveur de la légitimité de l'étude du travail dans la mode, je suis avec des historiens, je suis anthropologue. Les théorisations du travail sont toujours faites à partir, pas toujours, mais très souvent, de cadrages temporels. Il y a eu l'époque fordiste, il y a eu le taylorisme, le post-fordisme, l'immatériel, le matériel, etc., etc. On a tendance à penser à la fois géographiquement des aires où il y aurait un certain type de travail de production et à la fois des cadrages temporels. Or, quand on prend la mode comme objet maintenant, telle qu'elle est, et on essaie de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une analyse systémique à partir d'ethnographie, mais j'ai essayé vraiment de couvrir avec voilà, les moyens du bord, mais en tout cas de donner un aperçu de ce qui est le travail dans la mode. Si on essaye de faire la biographie d'un vêtement, on voit que nous avons toutes les formes du travail qui coexistent, toutes les formes d'exploitation. Je travaille beaucoup sur la notion d'exploitation aussi. Que si on retrace l'histoire d'un même produit, de la matière première, le travail agricole, juste au recyclage, à la mise en scène sur les réseaux sociaux, le travail des blogueuses, amateurs, etc., nous avons absolument
toutes les formes de production possibles que le capitalisme a créées et qui en fait s'accumulent, elles ne se substituent pas. Et je pense que c'est très très important de redonner cette complexité, et aussi, c'est un autre enjeu de mon travail, j'y reviendrai un peu plus en détail, de mettre à jour la cartographie des exploitations et de arriver vraiment à garder à l'esprit que l'exploitation existe sous diverses formes, on pourra la définir ensemble si vous voulez après, et qu'elle est aussi chez nous, et que les formes qu'on pense très reculées, hein, on a toujours envie de penser que les choses se passent ailleurs, mais que ces formes d'exploitation, même les plus extrêmes, existent même à Paris, même dans les hauts lieux du luxe tels qu'ils peuvent être des grandes maisons d'une manière ou de l'autre, et qu'il faut arrêter aussi avec ces divisions qui sont un héritage aussi colonial, de penser qu'un certain type de travail est ailleurs. Et donc, pour moi, ce sont des enjeux politiques très importants qui sont au cœur de ma recherche. Et dans ma recherche, donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par ma thèse de doctorat. J'ai suivi une styliste photo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Aujourd'hui, peut-être elle s'appellerait aussi, entre autres, une influenceuse, mais c'est une sorte de metteuse en scène des images de mode. Quand vous ouvrez un magazine, vous avez ce qu'on appelle les reportages, les stories, les éditos, eh ben, il y a quelqu'un qui travaille avec le photographe qui va dire, on va prendre ses habits, qui a les contacts avec les marques, qui décide un peu, choisit le mannequin, le coiffeur. C'est une metteuse en scène dans le cas spécifique, et c'est une figure fondamentale dans la production d'images. Moi, j'ai travaillé, en fait, si vous voulez, sur ces fameuses coulisses. J'ai essayé de documenter le travail de ce que l'on voit. Donc, il y a un enjeu aussi lié à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire que la mode est omniprésente, les produits, les images de la mode sont omniprésents dans l'espace public, dans la presse, on n'y échappe pas, on est bombardé, hein, il n'y a plus aucune publication sans, en tout cas, des pubs de luxe, d'une manière ou de l'autre. On est, comment dire, permé, voire colonisé par ces imaginaires, mais on sait très très peu de ce qui se passe derrière, comment ces images sont produites, qui les fait. Et pour moi, il est aussi intéressant de voir, je vais donner peut-être un peu des éléments comme ça, vous m'excuserez, mais peut-être on pourra revenir, c'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant. Sur les représentations du travail, il y a une sorte de fétichisation que j'appelle des coulisses. Hein. Il y a beaucoup de documentaires, de reportages, Instagram aussi. Les maisons même aiment beaucoup, les maisons, les marques de toute échelle et toutes sortes, montrer le travail, montrer les travailleuses. Les travailleurs et travailleuses se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Or, c'est une visibilité qui cache le vrai travail. Qu'est-ce qu'est le vrai travail? Mais quelles sont les conditions? Qu'est-ce que ces gens font? Comment ces images sont produites? Qui demande ces images d'être produites? Donc, comment, quelque part, le visible, le trop visible peut cacher des réalités de production, des hiérarchies et des économies. Donc, en suivant cette personne qui s'appelle Mia, c'est un pseudonyme, qui a accepté que je l'accompagne sur ce qu'on appelle des shootings photos, hein, j'ai découvert, quelque part, que l'univers de la mode, donc on parle de la mode de luxe, hein, plutôt de la mode de luxe, ou des images de publications très réputées dans le milieu, est un monde basé sur une forme de paradoxe, c'est-à-dire que plus on va travailler pour quelque chose qui sera valorisé en termes de prestige symbolique, moins on sera payé. Je vous donne des exemples très très concrets. Toutes les photos que vous voyez, par exemple, sur Vogue, qui est considérée, je cite, la Bible de la mode, hein, c'est vraiment travailler pour Vogue, si vous êtes coiffeur, mannequin, styliste, photographe, etc., etc., c'est le Graal, sont gratuites. C'est du travail qui n'est pas payé, ou, pour mieux dire, c'est payé en visibilité, c'est payé, ou, pour le dire de manière plus problématique, en promesse, en espoir. C'est une économie de l'investissement avec voilà, il y a vraiment une dimension de sacrifice pour le coup encore. Voilà. Pour un mannequin, défiler pour une grande marque de haute couture,
c'est fondamental si vous aspirez à faire une carrière et à devenir une de ces 1,1% qui devient millionnaire. C'est très important. Vous ne serez pas payé. Et ainsi de suite. Travailler pour des publications qui sont considérées comme à l'avant-garde dans la mode, etc., avec des grands photographes, vous n'êtes pas payé. Donc, en gros, quand est-ce que vous êtes payé? Vous êtes payé pour les métiers qui vont vous stigmatiser, qui sont liés à l'argent. C'est très intéressant. C'est Bourdieu qui parlait de démonétisation de l'économie. En fait, vous allez être payé dans la mode si vous travaillez... si vous êtes mannequin et vous faites une pub pour une machine à laver ou pour une marque du Sentier ou pour un catalogue d'un des grandes enseignes qu'on voit dans les grandes villes mais qui ne sont pas considérées glamour, eh bien vous allez être très très bien payé, mais votre carrière est finie. Vous ne rentrerez plus jamais dans les circuits du luxe, etc. etc. Donc, j'en arrive au corps peut-être parce que c'est intéressant. Mia, la styliste en question, elle ne travaille pas avec son image, c'est-à-dire elle produit des images. Du coup, elle signale les prestations commerciales avec un pseudonyme pour ne pas se salir la réputation. Mais si on est mannequin et on travaille avec le corps, l'outil de travail est sa propre représentation, eh bien c'est très difficile. Il n'y a pas de pseudonyme possible parce que c'est avec le corps qu'on travaille. Donc, j'ai suivi différents types de... tu me stoppes si je... N'hésite pas à me recadrer. J'ai suivi ces travailleurs et travailleuses sur différents shootings, comme on appelle. J'ai interviewé des stylistes qui travaillaient pour des grandes maisons, qui étaient dans des conditions d'emploi diverses et variées, mais qui eux-mêmes qualifiaient avec le terme d'exploitation. C'est un terme qui est venu du terrain, comme on dit chez les anthropologues. C'est pas mon terme, c'est le terme des gens que j'ai interviewés, qui travaillaient pour des grandes maisons au SMIC, et le patron, le directeur artistique, était avec des contrats à 30 millions d'euros par an, qui travaillait le dimanche, les soirs, etc., etc., avec cet enjeu fondamental, parce que vous allez me poser la question, pourquoi ils restent, pourquoi ils sont là, pour la visibilité. Il y a vraiment un enjeu de reconnaissance, et on en revient à la place de la mode dans les imaginaires sociaux, dans les structurations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler dans la mode? Eh bien, dire dans l'espace social « je travaille dans la mode », je travaille encore plus si on peut mettre un nom qui fait rêver, ça donne tout de suite, même si on est magasinier, c'est vraiment quelque chose qui se décline et se déploie de manière très différente sur toute la hiérarchie. Ça donne une forme de lumière, une forme de prestige qui compte beaucoup dans l'acceptation des conditions de travail qui sont particulières. Et donc, si vous voulez, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'interroger la place de la mode et de la mode de luxe en particulier et de ses productions matérielles et immatérielles dans nos économies. Est-ce un lieu exceptionnel? Est-ce un lieu qui est hors de l'ordre normal de choses, pour prendre les formulations? Est-ce une hétérotropie, pour le dire avec Foucault, un espace autre par rapport à la norme, dans lequel il n'y a pas de réglementation du travail et qu'on accepte des choses inacceptables précisément parce qu'on est ailleurs que dans la norme, une norme qui est souvent le repoussoir. Il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses de la mode qui vont vous dire « je suis là parce que je n'ai pas envie d'être un travailleur lambda ». Il y a une espèce de refus d'une représentation de ce qui pourrait être le travail salarié de l'entreprise, alors qu'ils sont dans des entreprises, alors que c'est hyper hiérarchisé, mais il y a cette espèce d'aura de glamour, de rêve, de cette dimension d'impalpable, de paillettes, on va dire, qui fait qu'on accepte l'inacceptable. Et donc, il y a cette dimension exceptionnelle, et en même temps, peut-on penser une industrie qui a le poids que je vous ai décrit comme une industrie qui serait en dehors de la norme? Donc, c'est quelque chose que vraiment, je pense qu'il faut penser ensemble, cette articulation de cette place. Et aussi, tu parlais de spécificité. Qu'est-ce qui est spécifique à cette industrie? Ça dépend de quel segment
on l'apprend, quel aspect on y analyse, mais sans doute il y a des spécificités et en même temps, pour moi, il y a une dimension paradigmatique, voire d'expérimentation, de formes d'exploitation aussi qui méritent d'être étudiées. Et je vais éclore avec une petite autre touche. On a parlé de travail à domicile. C'est quelque chose qui est revenu, bien sûr, sur le devant de la scène par l'actualité. Nous avons toutes et tous été travailleuses à domicile et travailleurs à domicile les années passées. C'est une des questions que j'interroge. Le travail de blogueuse, il y a les couturières, certes, qui continuent de travailler à domicile. Dans la haute couture, notamment, il y a beaucoup de sous-traitance chez des brodeuses qui vont travailler dans des ateliers improvisés à Paris, dans des appartements, ou alors chez elles, faire des échantillons. Mais il y a aussi un travail digital qui est un travail à domicile, le travail des blogueuses qui se mettent en scène chez elles, dans leur chez-soi. Leur chez-soi devient une espèce d'atelier de scène et de mise en scène. Et je pense que voilà, la mode, encore une fois, elle nous permet d'articuler et de penser ensemble des formes de travail, et notamment de travail féminin en particulier, qui nous semblent très éloignées, mais qui méritent, selon moi, et qui doivent être interrogées de manière spéculaire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au passage, en forme de transition, il y a une sorte de récit de l'histoire du travail qui irait en gros vers la grande usine. C'est très clair dans la mode que on va dire les avancées techniques, notamment l'électrification, tu l'as évoqué Tanguy tout à l'heure, des machines à coudre, ou le numérique, rejoue les choses, mais pas toujours dans une logique vers une grande usine rationnelle, mais souvent vers du retour à domicile, ce qui pose effectivement en particulier la question le plus souvent de la place des femmes dans cette histoire. Et je vais passer la parole à Fanny Gallo, merci d'être venue, qui est historienne des femmes, du travail, de l'histoire syndicale, ça va ? Et qui enseigne à l'université de Créteil. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis aussi ravie d'être ici. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Pistes pour l'étude des productrices de vêtements des années 68 aux années 2000 », puisque vous imaginez bien que ça ne peut pas être quelque chose d'exhaustif que je vais évoquer. Donc, je vais plutôt lancer des pistes qui feront bien sûr écho en fait, à tout ce qui a déjà été évoqué plus ou moins. Alors, pour commencer, en fait, d'où je parle, donc cette présentation, c'est le produit de recherche antérieure et de recherche en cours. De recherche antérieure, donc d'une thèse que j'ai réalisée sur les ouvrières en France des années 68 au très contemporain, qui portait notamment sur la lingerie, mais au-delà de ça, d'ailleurs, sur l'habillement et le textile, mais d'ailleurs aussi, pas seulement, puisque j'ai travaillé aussi sur des ouvrières de Moulinex, et ça a donné lieu à ce livre qui s'appelle « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société ». Et donc, dans ce livre, je revenais un petit peu sur les conditions de travail, les changements dans les conditions de travail, le syndicalisme dans ces usines et bien sûr les questions, enfin la manière dont les ouvrières s'est située par exemple par rapport au féminisme au pluriel, la mixité à l'usine, etc. Et puis, d'autre part, cette présentation, elle est aussi le produit d'une recherche qui s'amorce en ce moment autour du vêtement dans le Made in France, avec l'idée de faire une socio-histoire du Made in France, du produisons français au Made in France, si vous préférez, c'est-à-dire toujours des années 68 au très contemporain. Entre autres, donc, avec Ève Meuret-Camfort, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a sorti le livre issu de sa thèse « Lutter comme les mecs », le genre du militantisme ouvrier dans une usine de femmes. Ève et moi, nous avons travaillé, en fait, nous avions une usine en commun dans nos thèses respectives, et donc nous travaillons ensemble depuis déjà un bon paquet d'années. Et dans le cadre de cette recherche collective qui s'annonce sur le vêtement et la question du vêtement dans le Made in France, on a aussi donc un aspect qui concerne plus précisément la question de la production des masques. Donc là, c'est vraiment
bien davantage de la sociologie, une recherche que donc nous menons conjointement au quotidien avec Giulia Mencitieri que vous venez juste d'entendre, et puis Maud Simonet et Ève Meuret-Canforce. Voilà, globalement, d'où mes propos vont être tenus de l'ensemble en fait de ces recherches passées et ou en cours. Alors, la première chose sur laquelle je voulais, la première piste que je voulais évoquer, une question qui m'a beaucoup intéressée. Du coup, Pardon, oui, non. Dans ma thèse, c'est en fait cette idée de comment le produit produit. C'est-à-dire que on travaille souvent sur la manière dont les ouvrières produisent des choses, mais de fait, la production de ces objets, de ces vêtements en particulier, et ou de cette lingerie, elle a aussi des effets sur les ouvrières elles-mêmes qui sont en train de les produire. Et donc, je me suis beaucoup interrogée en fait sur ça, sur l'attachement des ouvrières aux produits de leur travail. D'abord parce que j'avais été frappée au moment où je réalisais cette thèse par des fermetures d'usines et la mise en avant des produits. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se jouait dans cet attachement. Comment s'était fabriqué cet attachement, en définitive, parce qu'on le considère, voilà, l'aliénation, l'exploitation, etc. Mais il y a un véritable attachement. Et moi, j'entends ce que les ouvrières disent quand elles disent qu'elles sont attachées à ce qu'elles font. C'est pas seulement forcément, c'est aussi, ça peut être aussi de l'exploitation et de l'aliénation, mais il y a ce phénomène. Et donc, je me suis interrogée sur ça et sur la manière dont les journaux d'entreprise favorisaient cet attachement, c'est-à-dire la personnification des soutiens-gorge, par exemple. Le soutien-gorge, il s'appelle par un prénom. Donc là, de fait, ça crée une forme d'attachement. Et on sait quel site de production, donc j'avais travaillé en l'occurrence sur Chantel, on sait précisément quel site de production a fabriqué quel soutien-gorge, toujours. Ou culotte ou n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est un premier aspect, c'est-à-dire le journal d'entreprise au quotidien, quand on passe, c'est des ouvrières qui restent 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans dans la même usine, qui du coup de fait reçoivent le journal d'entreprise de manière mensuelle ou bimensuelle, j'en sais rien, et qui en fait voilà, ont les produits au quotidien, sont capables de dire quels sont les produits de l'entreprise et comment ils sont fabriqués. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui favorisait cet attachement, c'est les essais. Et donc ça, c'est tous les avantages aux natures, c'est-à-dire le fait que les ouvrières, on leur donnait un soutien-gorge et on leur disait, tu l'essaies, tu le laves tant de fois à la machine à laver, on va voir combien de temps il tient. Et donc ça, c'est gratuit et c'est pour toi. Et du coup, tu vas nous faire un retour. Donc ça, c'est les ouvrières qui sont mobilisées comme consommatrices. Mais vous imaginez bien que quand on est ouvrière chez Chantel, on n'a pas les moyens de se payer du Chantel. Donc en fait, c'est un véritable avantage de pouvoir bénéficier des produits Chantel au quotidien grâce à ces essais qui sont organisés dans l'usine. Ce qui fait que, bien sûr, ça devient aussi des ambassadrices de la marque. Parce qu'elles bénéficient aussi de soldes à l'usine, de bons de réduction, de quand il y a des petits défauts, elles peuvent récupérer tous ces produits qu'elles-mêmes elles réparent, puisqu'elles savent précisément comment ils ont été construits, comment ils ont été montés, donc elles sont tout à fait en capacité de les réparer s'il y a besoin, et bien sûr de les offrir à tout le monde. Donc tout ça, c'est des éléments qui fabriquent cet attachement à l'usine. Alors bien sûr, il est d'autant plus fort cet attachement quand il y a des fermetures d'usines. C'est-à-dire, donc ça, il y a plusieurs périodes. Là-dessus, je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails, mais il y a une première période qui me semble très intéressante, c'est celle des années 70. Et du coup, les premières fermetures dans le textile, le début de la désindustrialisation, textile, habillement, la crise économique, etc. Et donc, le développement de dynamiques militantes, voilà, dans ce contexte d'insubordination ouvrière, où les ouvrières se mobilisent, où il y a une syndicalisation qui se développe, avec en plus voilà, les mouvements féministes aussi qui se massifient. Et on a donc tout un tas de luttes dans tout un tas d'entreprises. Et puis, quelquefois, la mise en place de l'autogestion, c'est-à-dire on produit, on vend, on se paie. Vous en avez sans doute entendu parler via LIP, mais de fait, LIP a fait des petits, et en particulier dans le textile et dans l'habillement. Et ça, c'est très intéressant, puisque donc les ouvrières récupèrent leurs usines, réorganisent la production, produisent des chemises, par exemple, les chemisiers Pile, vous notez LIP Pile, populaire inventé localement, et vendent voilà, ces chemises autour d'elles. Et donc, ça fait partie justement de ces reprises d'usines dans cette dynamique autogestionnaire qui était en particulier portée par la CFDT dans les années 70, et qui du coup voilà, mettent en avant aussi cet attachement en produit et cette volonté en fait de continuer de travailler et de travailler ensemble et de travailler autrement. Parce que bien évidemment derrière ça, on est dans
dans la mise en question du taylorisme, la mise en cause du taylorisme. Ce qu'elles récusent, c'est le travail à la chaîne et le fait qu'elles fassent toujours les mêmes gestes au quotidien, en permanence, toujours exactement le même. Et ce qu'elles adorent finalement dans l'autogestion et ce qu'elles mettent en avant dans l'autogestion, c'est le fait de réaliser des produits de A à Z, c'est-à-dire d'être en capacité justement d'effectuer l'intégralité des gestes dans la fabrication du t-shirt, enfin du chemisier en l'occurrence, ou même d'ailleurs du soutien-gorge, ça aurait pu aussi. Voilà, alors ça c'était du coup, bon voilà, là je vous ai mis, oui là j'ai mis, en fait il y a un film qui a été réalisé à partir de cette lutte justement à Cerisay dans les Deux-Sèvres, sur les chemisiers piles, qui dure une quinzaine de minutes, qui s'appelle Scène de grève en Vendée, et qui est très joyeux aussi parce qu'il comprend à peu près 5 ou peut-être 8 chansons, qui étaient quand même une des manières aussi de se mobiliser qu'avaient les ouvrières, c'est-à-dire de inventer des chansons qui rendent compte de leurs conditions de travail. Donc là, un matériel, j'imagine qu'il y a pas mal d'enseignants et d'enseignantes ici, un matériel tout à fait utilisable en classe et qui peut être aussi assez joyeux, sur l'air de Pirouette Cacahuète, par exemple, le quotidien d'une ouvrière du matin au soir à l'usine, l'ensemble de ses conditions de travail, etc. Je ne vous passe pas l'extrait parce que bon, j'ai pas trop le temps, mais je vous invite à aller le voir. Enfin, il est en ligne, il est assez accessible. Autre période, autre enjeu, on passe justement à ces luttes, qui du coup étaient celles qui m'interrogeaient au moment où je réalisais ma thèse, mais bon, ça avait déjà commencé un petit peu avant. Les mobilisations contre les fermetures de la fin des années 90, le début des années 2000, là encore, qui touchent, entre autres, plein d'autres secteur de production, mais entre autres le textile et l'habillement. Et là, ce qui était frappant, et ce qui était peut-être nouveau, et ce qui n'apparaissait pas tant dans les luttes contre les fermetures des années 70, ou même dans les luttes offensives pour l'amélioration des conditions de travail, etc., dans les années 70, c'est le fait de mettre en avant ce produit du travail. Et donc de mettre un soutien-gorge par-dessus le vêtement, organiser des défilés de mode, par exemple, devant un supermarché à Bourg-en-Bresse, pour valoriser finalement ce produit du travail, le savoir-faire que nécessite ce produit du travail et son utilité, puisque du coup on organise nous-mêmes un défilé de mode, ce qui produit plein d'effets, puisque c'est quand même des modes des formes de lutte assez originales, c'est pas quelque chose qui est mis en avant centralement par la CGT au quotidien, et du coup ça fait aussi apparaître dans l'espace public d'autres types de corps que ceux évoqués par Julia quand elle parlait des mannequins. Donc voilà, ça aussi c'est assez bon, en tout cas c'est essayer de rendre visible l'utilité de ce produit, sa nécessité, etc. Voilà, alors là, je fais un peu donc une transition justement sur les recherches en cours. Donc ce que j'avais pu observer au moment où je réalisais ma thèse, c'était donc le Jabi. On était en pleine fermeture de Le Jabi à Yssingeaux. Peut-être que vous en souvenez, je ne sais pas, mais bon, évidemment, moi, ça m'avait marqué puisque j'étais en plein dedans. En 2012, campagne présidentielle, Yssingeaux, fermeture d'un des derniers sites de Le Jabi, donc là encore de la lingerie. Donc comme moi, je travaillais sur la lingerie, ça m'intéressait beaucoup et donc j'y suis allée plusieurs fois, j'ai rencontré des ouvrières, etc. Et à ce moment-là, en 2012, on était juste après la crise de 2008, enfin juste après, dans la dynamique de la crise de 2008, eh bien, ce qui a été particulièrement mis en avant, c'était non plus le savoir-faire uniquement, mais le savoir-faire français. Et donc l'idée du Made in France, le fait de l'enjeu de maintenir des entreprises en France. Donc Montebourg est venu à Le Jabi, à Yssingeaux, mais pas seulement lui d'ailleurs, puisque finalement tous les candidats à la présidentielle de l'époque sont venus à Yssingeaux pour expliquer qu'ils avaient des solutions pour les ouvrières. C'était devenu une lutte assez symptomatique. Et donc ce qui symbolise finalement ce passage-là, c'est l'élaboration de ce soutien-gorge tricolore, et puis aussi le lancement finalement des atelières, qui a été une SIC. Donc c'est un peu les SIC et les SCOP, on pourrait faire une socio-histoire des SIC et des SCOP en faisant le lien justement avec la question de l'autogestion, puisque c'est un peu cette idée, c'est pas du tout la même dynamique et c'est pas du tout la même manière d'organiser la production, mais c'est cette idée de reprendre l'entreprise et de travailler autrement et de travailler ensemble, etc. Donc elles ont lancé certaines des Le Jabi, les atelières, qui est en fait du luxe, je n'ai pas précisé au départ, mais Le Jabi c'était du haut de gamme, avec l'idée que le haut de gamme produit en France était devenu
pas du tout rentable, hein, puisque maintenant le haut de gamme est produit plutôt au Maghreb, par exemple, et même en particulier au Maghreb d'ailleurs, dans le Maghreb. Mais donc les atelières, c'était vraiment du luxe, et ce qui était fou, c'est que les atelières, c'était totalement tricolore partout, c'est-à-dire que l'usine était bleu, blanc, rouge, tout était bleu, blanc, rouge, les plaquettes étaient bleu, blanc, rouge, et donc il y a eu un documentaire qui revient sur l'aventure des atelières, qui est donc lui aussi bleu, blanc, rouge. Alors finalement, cette initiative a périclité, hein, malgré tous les efforts qui ont été mis en place par les ouvrières pour essayer de faire en sorte que ça puisse continuer. Ça n'a pas fonctionné sur la durée, donc ça a périclité quelques années après. Cela dit, c'est voilà, assez révélateur justement de l'utilisation. On est dans un peu une période de transition, hein, sur le Made in France. C'était encore moins installé que ça l'est maintenant, d'utiliser finalement ce label, ces labellisations qui ont été d'ailleurs en cours pendant toute cette période, pour justement essayer de mettre en avant l'idée de pas forcément relocalisation à ce moment-là, mais en tout cas déjà d'arrêt des fermetures d'entreprises, en fait, d'usines, quoi. Et puis finalement, hein, la dernière recherche là, du coup, qu'on est en train de réaliser ensemble, c'est cette idée de travailler sur le vêtement dans le Made in France et le travail en particulier, hein, le travail dans la production du vêtement, dans la logique du Made in France, dans la logique donc, du produisons français au Made in France. Et pour cette recherche, par exemple, on a commencé à aller effectuer des observations au salon du Made in France. Et ce qui nous a frappé, c'est la visibilité du travail, c'est-à-dire c'est cette mise en avant donc, des machines dans le salon, il y en a partout, et puis aussi des salariés, par exemple, donc là je vous ai mis une photo, d'une marque, bon, de chaussettes, qui met en avant les salariés de l'entreprise qui fabrique ces chaussettes, c'est-à-dire du coup visibiliser la question du travail, visibiliser par là la question de la relocalisation ou la localisation en France de la production textile, de la production de l'habillement. Cependant, et je terminerai là-dessus, c'est évidemment à nuancer, puisque récemment nous étions donc avec Eve à un autre salon du Made in France où il a été question principalement de l'idée de la production à la demande et de l'automatisation. De la production à la demande qui consisterait à, de fait, produire à la demande, hein, c'est-à-dire sans forcément avoir produit en amont le textile, enfin ou le vêtement en l'occurrence, le commander, y compris à partir d'images virtuelles, et ensuite, dans la foulée, donc, le faire produire, ce qui évidemment pose des questions en termes de travail, hein, et en termes de qui va travailler derrière et qui va effectuer la production de ces vêtements derrière à la demande. Vous imaginez probablement la précarité que ça pourrait occasionner. Et puis voilà, l'autre enjeu phare de cette relocalisation telle qu'elle est portée aujourd'hui, c'est l'idée de l'automatisation et du coup le développement, plutôt l'innovation, hein, qui est innover davantage et faire en sorte que des machines soient en capacité finalement de faire à peu près tout ce qui pouvait être fait par des êtres humains avec un savoir-faire du coup qui aussi d'ailleurs s'inscrit dans le temps et dans l'histoire de la production textile et de l'habillement en France. Merci beaucoup. Il y a pas mal de choses qui parcourent là, je pense, toutes les interventions. Juste 2-3 remarques et puis après on va vous passer la parole. Ce que tu soulèves sur la question de effectivement de la consommation à la demande, enfin de la production à la demande, rejoint évidemment toute l'histoire du travail à façon, enfin comme une sorte de chaîne qui se termine par le travail à façon. Et je peux vous renvoyer au travail de Marie-Emmanuelle Chessel sur les ligues de consommatrices qui, dans les années 1890-1900, publie énormément de tracts, etc., pour convaincre les consommatrices notamment. C'est très genré aussi, ce sont des ligues de femmes qui parlent, des ligues de femmes de la haute société qui parlent à la haute société, pour dire de faire attention quand on commande, de ne pas être sur des délais trop courts, pour s'y prendre à l'avance, pour commander dans les périodes de creux pendant l'année, etc. Voilà, pour dire que c'est une question absolument récurrente, cette histoire à la demande, à la commande. Et ce qui me frappe aussi en vous écoutant tous les trois, c'est la question de la forme des luttes, c'est-à-dire qu'il y a une singularité de la forme du travail qui donne une singularité de la forme des luttes.
avec des formes qui se cherchent en quelque sorte. Enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais j'avais été frappé moi aussi en enquêtant dans le Nord, du côté de Lens, et puis aussi un peu du côté d'Orléans, dans quelques petites fabriques qui sont des petites usines de prêt-à-porter, à la fois qui sont restées longtemps mais assez fragiles, qui peuvent être très vite délocalisées, enfin qui sont des installations assez légères en fait sur le plan industriel, et sur le fait qu'il y avait une question un peu permanente sur quelle forme de lutte on peut mettre en place, et on le voit que ce soit par le cinéma, par ce que tu as montré à l'instant là des surgissements, et puis alors c'est tout à fait net aussi dans la haute couture, la question de la forme des luttes est très très compliqué, du fait que ce soit lié au travail, à du travail féminin, mais aussi à l'organisation, comme on l'a dit, du travail. Et je voulais juste conclure sur ça pour boucler avec la première image que je vous ai montrée. Quand la préfecture de police à Paris surveille la vie des rues, il y a un moment où ils paniquent vraiment. Tous les jours, ils collectent des petits papiers qui disent vive Bonaparte, vive à bas la République, enfin bon. Et puis, voilà, oui. Et puis, il y a un moment où on panique vraiment parce que justement dans le sentier, il y a des banderoles politiques faites au point de croix. Et alors là, d'un coup, il y a de très longs rapports à la police qui se disent si c'est fait au point de croix, ce sont des femmes, et donc ça devient particulièrement sensible et inquiétant. Et ça dit un peu ce regard sur ce travail féminin-là, c'est-à-dire à la fois une sorte d'indifférence parce qu'il est très invisible, et en même temps, quand il devient visible, il l'inquiète et il se médiatise assez rapidement. Peut-être, si ça vous va, on ouvre les discussions. Il y a juste une petite question technique. On sera obligé de répéter vos questions. Vous ne vous formalisez pas pour des questions d'enregistrement. Est-ce que... Oui, si, oui. Il marche, alors, oui, ouais. pour ceux qui sont au premier rang, il y a une sorte de hiérarchie. C'est le privilège. Pour les élus, il y a un micro. J'ai une question à Giulia Mansettieri. J'ai bien compris ici la question de la place du genre dans les mobilisations et la difficulté du travail au sein de la mode et de la haute couture. Qu'en est-il ici du rapport avec les hommes au sein de ce travail? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont peut-être liées à la sexualité et à la présence d'hommes gays? Est-ce que ça impose peut-être des rapports différents ou pas? Et quelle est la place aussi des populations racisées au cours du temps, depuis les années 70 et encore plus aujourd'hui? Comment est-ce que ça s'organise tout ça? Merci beaucoup pour votre question. Ah, donc je réitère la question. Non, c'est bon. Ah non, voilà, monsieur est un élu. Ok. Alors, merci. Donc, effectivement, c'est une question importante qui a différentes manières d'être, la différente réponse. Donc, évidemment, moi, je parle des femmes et je prends ce parti pris parce qu'effectivement, les métiers que j'évoque, notamment le mannequinat, mais aussi les blogueuses, ce sont des métiers éminemment féminins. Donc, il est très intéressant d'interroger comment les hommes prennent leur place là-dedans. Pour ce qui est du mannequin, ça, c'est une remarque qu'on me fait souvent pour me dire oui, mais il y a des côtés positifs, et bien évidemment, il y en a plein. Les mannequins femmes sont mieux payés que les mannequins hommes. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant. Or, pour moi, c'est plutôt, comment dire, ça confirme les rapports sexués du travail de manière générale, parce que les deux autres métiers dans lesquels, de manière globale, les femmes sont plus payées que les hommes, ce sont la prostitution et la pornographie. Donc, nous voyons bien que la valeur des femmes est reconnue lorsqu'elle est liée au corps comme objet de désir d'un regard masculin. Ça, c'est pour en dire une. Et pour ce qui est des blogueuses, c'est quelque chose que j'interroge en ce moment, c'est que c'est très intéressant de voir comment, de manière générale, et on revient au domestique, dans les représentations, les blogueuses femmes vont plutôt se mettre en scène dans l'espace domestique et dans les lieux renfermés, alors que les blogueurs hommes de tout niveau, ça va être street style, la rue, le sport, etc. Donc, vous voyez comment des univers qui semblent autres et des métiers qui semblent nouveaux, finalement, reproduisent ou confirment la norme. Pour ce qui en est des dites minorités,
Alors, c'est intéressant de voir comment, à l'intérieur du travail dans la mode, j'ai eu plusieurs interlocutrices femmes qui m'ont dit, de toute manière, c'est la lobby gay qui tient la place. Nous, on n'arrivera jamais où on est parce que il y a cet enjeu-là d'un certain type de masculinité non hétérosexuelle. Moi, je le prends plutôt d'un côté positif, au sens où, voilà, j'ai évoqué, sans la problématiser, la notion d'hétérotopie de Foucault, c'est-à-dire des espaces autres. La mode, elle a quand même cette dimension importante, c'est que des subjectivités qui vont être stigmatisées, mises à l'écart, minoritaires dans des espaces professionnels autres, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les interlocuteurs qui disent, j'accepte ces conditions aussi parce que c'est un univers professionnel dans lequel je suis sujet à plein pied, à plein titre, et ça peut même être valorisé, ce qui est dévalorisé en dehors. Pour ce qui en est de la question des corps racisés, des personnes racisées, ben, malheureusement, ça ne fait que confirmer tout ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire, maintenant, c'est un peu, heureusement, ça prend un peu plus de place, mais ça reste extrêmement problématique. C'est quelque chose que j'aborde dans mon livre vaguement, et puis j'ai approfondi. La norme reste toujours le corps blanc, jeune, caucasien, etc., etc., et on a encore beaucoup de travail à faire ça. Et si vous voyez le nombre d'employés racisés, ça reste très minoritaire. J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, questions, témoignages même Bien sûr, bien sûr. J'avais deux questions. Pardon. Après. Non, mais allez-y, puis on aura le temps. Allez-y, madame, allez-y. Je ne vous avais pas vu, pardon. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Le petit bouton. Vous m'entendez? Oui. Comme ça? Ok. Bonjour, j'étais styliste longtemps dans la haute couture et le prêt-à-porter de luxe. Quand vous avez parlé de Sentier, pour moi, le Sentier, c'était toujours le 2e et le 4e arrondissement. Mais vous avez parlé de Belleville, ça veut dire que ça, c'était partout à Paris, donc? Non, le Sentier, c'était vraiment le 2e arrondissement, même on peut. C'est un tout petit peu, oui. Non, c'est pas du tout un quartier qui s'est étendu, mais de très longue date, et on pourrait aussi faire une lecture de ce travail par la géographie. Le Sentier a sous-traité dans tout Paris, a sous-traité de la couture dans les appartements dans le 18e arrondissement, à Belleville, voilà. Donc c'est simplement dire que, mais c'est vrai dans beaucoup de productions de mode, il y a un centre où on concentre en fait l'endroit où on donne les ordres, et puis il y a des endroits où on fabrique un peu partout. Ça a été vrai, comme vous le savez, pendant très longtemps dans les campagnes, et en fait c'est resté très très tard. On avait enquêté sur la production dans des petites usines du côté de Lens. Il y avait les usines avec le directeur qui donnait les ordres, et puis il y avait tout un tas de petites opérations qui étaient sous-traitées à domicile. Donc j'évoquais simplement dans ce sens-là, le Sentier était le lieu où se donnaient les ordres et où les transactions commerciales étaient menées, mais une partie de la couture, notamment, se faisait à l'extérieur. Alors, oui, et puis... Oui, j'avais deux questions, une peut-être plus vers Monsieur Perron, une autre vers vous, Madame. La première chose concernant le travail féminin dans les métiers du textile, est-ce que c'est quand même le fait que les bassins miniers se soient développés, que beaucoup de populations des territoires ruraux sont arrivées dans ces activités, dans ces pôles industriels? Est-ce que ça a été aussi, malgré tout, même si les conditions de travail étaient dures par moments, certainement, et aussi que l'emploi s'est fait à domicile pour maintenir le suivi familial, j'imagine, par les femmes, par les mères, est-ce que c'est quand même, malgré tout, ça a été une opportunité de toute cette population qui a pu subsister avec un revenu aussi minime soit-il? Donc c'est la première question. Et la deuxième, on a vu, je pense, au début des années 70, l'arrivée de grands financiers
dans l'activité. Alors Marcel Boussac avec Dior, qui est peut-être un exemple tout à fait franco-français, mais qui est sans doute assez symptomatique. Et puis dans les années 80, des grands financiers de la planète entière qui sont arrivés, alors je parle pour les marques de haute couture évidemment, qui ont créé d'énormes groupes. Est-ce que le travail en a été impacté? Est-ce qu'une culture a été complètement chamboulée par cela? Et est-ce que le lien qui existait entre le créateur et la créatrice, éventuellement un peu dans une notion aussi un peu paternaliste, certainement un peu, s'est trouvé totalement laminé, et que ces employés sont devenus des employés anonymes, finalement, totalement désincarnés par rapport à la marque, et que ça a totalement chamboulé le programme de gestion des ressources humaines de toutes ces énormes entités? Merci. Alors, je vais commencer par répondre à côté, mais qui me paraît très important dans l'histoire du mouvement ouvrier et des catastrophes liées au travail. Tu as parlé tout à l'heure de Rana Plaza, ce drame où il y a eu plus de 1000 morts. Dans l'équivalent de l'histoire du travail, moi ça me fait beaucoup penser, ça répond un peu à votre question, à la catastrophe de Courrières. Où il y a eu 1000 mineurs qui ont été tués d'un coup de grisou aussi. Donc au XXe siècle, je pense que c'est les deux plus grandes catastrophes du travail, et qu'il n'y a pas eu un travail historique, politique et militant mémoriel autour de Rana Plaza. Je pense qu'il a été effacé en fait, contrairement à Courrières. Mais peut-être que ça va revenir, qu'il y aura un travail. Alors effectivement, deux provinces, il y a énormément de gens qui affluent dans les deux provinces, il y a énormément de gens qui affluent dans les grandes villes et qui cherchent et trouvent du travail. Mais du coup, comme je l'esquissais tout à l'heure, le travail à domicile, on n'est pas allé vers plus de travail à domicile et à moins de travail à domicile. Donc c'est vraiment des cycles. Et donc je ne suis pas un éminent spécialiste, mais à la fin du 19e siècle, ça régressait, comme je disais tout à l'heure, mais l'électrification, les machines à coudre électrifiées, puis la loi de 1903 sur les conditions d'hygiène font que ça relance le travail à domicile, et que ce soit une opportunité familiale pour les femmes, proches de leurs petits. Je ne pense pas, parce que les locaux sont exigus, parce qu'ils amènent le travail chez elles, avec des problèmes de logement qui sont toujours très grands à Paris. Du coup, un envahissement des domiciles exigus par ce travail, une impossibilité justement d'élever ces enfants. Et les enfants peuvent être pris aussi dans l'engrenage du travail eux-mêmes, malgré la législation, pour donner un coup de main. Donc au contraire, ce que va faire Gabriel Duchesne, y compris avec des questions qui mêlent le féminisme, le syndicalisme et les questions morales aussi, tout est lié, on pourra parler des formes de lutte tout à l'heure parce que c'est passionnant, fait que c'est aussi pour des questions morales, pour l'éducation des enfants, qu'on souhaite une législation qui permette de réduire le temps de travail et de protéger. Et ce qui est intéressant, c'est, pour revenir sur les formes de lutte et les formes de mobilisation, il y aurait plein de choses à dire, parce que est-ce que pour les années 70, c'est une question que je te poserai, il y a à la fois un concept très intéressant par Xavier Vignat, mais peut-être presque à la mode, sur l'insubordination ouvrière, qui chanterait une espèce de geste militant héroïque, si l'on peut dire, avec des choses un peu spectaculaires. Et en même temps, il y a des grèves défensives contre la fermeture d'usines, qui sont de plus en plus nombreuses, et ça ne se marie pas forcément bien. Mais bon, c'est une question que je me posais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les registres de mobilisation, les formes de mobilisation qui sont utilisées de manière concomitante. C'est-à-dire que ça part d'un féminisme assumé au XXe siècle, ça mobilise le coopératif, le syndicalisme, et malgré tout, le moralisme, tout se mêle, la chanson, le spectacle, toute forme de mobilisation. Donc elles sont multiples, ces mobilisations, et finissent par aboutir. Gabriel Duchesne, c'est un rouage important de mobilisation internationale. Il y a différents congrès internationaux en Europe contre le travail à domicile. Elle obtient en 1915 cette loi qui n'est pas appliquée, et on crée l'Office du travail dont elle est membre. Et en fait, c'est comme si la vie sociale perdurait selon la Première Guerre mondiale. Et ça aussi, c'est intéressant. Et la vie syndicale aussi, malgré une espèce de chape de plomb qui apparaît. Donc cette histoire du travail se fait par... oui, c'est des lignes qui sont parallèles, en fait. Et du coup, parallèle et en miroir, c'est vrai qu'en même temps qu'on assiste à une désindustrialisation, on assiste aussi à l'arrivée des grands financiers dans les années 70. Je te laisse répondre, Julia.
Oui, merci pour votre question. Donc, effectivement, c'est très intéressant ce que ça induit, parce que c'est pas les grands financiers, c'est vraiment effectivement le moment de la délocalisation de la production. Et je dirais que ça dépend de où on analyse, parce que ces grands groupes dont vous parlez, elles possèdent des marques de statut différents. Et c'est intéressant de voir que vous avez évoqué, je pense, plutôt la haute couture. Donc, dans la haute couture, il reste aujourd'hui encore cette idée, en tout cas cet imaginaire. On parle de maison de couture, c'est un imaginaire, pour évoquer une forme de centralité d'un lieu avec des rapports effectivement interpersonnels qui peuvent exister encore. Avec les couturières, le problème, ce n'est pas forcément l'organisation du travail en soi, mais c'est l'échelle de la production. Qu'est-ce qui est devenu avec ce qu'on appelle la globalisation, pour faire très simple, ce serait à problématiser, en tout cas avec la délocalisation. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de production et que le calendrier de la mode est donné par la dite fast fashion, et que même la production artisanale, manuelle, etc., doit se caler sur ces demandes, sur ces exigences, ce qui veut dire qu'il y a énormément de sous-traitance, ce qu'on ne sait pas et on ne dit jamais et qu'on ne montre pas dans la haute couture, dans le luxe. Il y a énormément de sous-traitance à l'approcher des collections. Il y a certes les employés qui ont des bons salaires, qu'on voit dans les documentaires avec les tabliers, tout va bien, avec le directeur artistique, le créateur qui vient, mais une énorme partie de la production est faite par des ouvrières, souvent aussi issues de l'immigration, mais pas que, qui sont en intérim ou alors au noir, très mal payées, à Paris, pas au Bangladesh, pas en Éthiopie, ni rien de tout ça. Et on parle du luxe, on ne parle pas de la fast fashion. Et en même temps, toute la valeur ajoutée, et je reviens, et je vais m'arrêter là, de ce que je disais, de ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas du travail. Ce qu'on vend, avant tout dans la mode, et en particulier dans la mode de haute sphère, haute gamme, luxe, c'est de l'imaginaire, c'est du désir. Et cet imaginaire de la haute couture est lié au travail manuel. Le produit, la haute couture, c'est du sur-mesure, sans patron, etc., sans toile, pas sans patron. Et donc, il y a une valorisation très, très forte de ce travail manuel, de la dimension artisanale, sans machine. Mais c'est le travail qui est valorisé, pas les travailleuses. Encore une fois, nous avons une forme de scission, je dis valorisée en termes de valeur économique aussi. Donc voilà, il faut penser un peu ensemble toutes ces choses-là. Il y avait une question tout au fond là-haut, ouais. Alors, pardon, c'était derrière vous. Excusez-moi, juste... Donc, si je peux me permettre de compléter la question, puisque c'était la même idée, simplement pour dire à ce propos, est-ce que les femmes qui sont en lutte dans des ateliers un peu plus grands, celles dont Fanny Gallo a parlé, quelle conscience elles ont de la sous-traitance et du travail des femmes isolées dans ces luttes ? Et donc, je reprends la question qui a été posée pour qu'on l'entende. C'était la question des formes de mobilisation dans le travail à domicile. Peut-être Fanny ? Non, mais justement, j'en parlais à l'instant avec Tanguy, sur la question du travail à domicile. Il y a une thèse de Colette Avran qui a été réalisée sur les ouvrières à domicile, justement, dans toute la période que décrit Tanguy, sur justement la construction des mobilisations qui vont conduire à la loi de 1915. Alors après, on est dans une période à ce moment-là qui est quand même, où il n'y a pas un syndicalisme féminin de masse. Il est en train de se constituer. Justement, on parlait tout à l'heure du passage du coopérativisme au syndicalisme. Et après, les réseaux de mobilisation, ils sont plus portés par justement des figures comme Gabrielle Duchesne, etc., par les réseaux syndicaux, mais il n'y a pas forcément
forcément une grande structuration collective qui se met en place, parce que justement, il y a un éclatement de fait. Il y a aussi la thèse de Hélène Ardenne-Chenu sur les bonnes tiers de Troyes, qui rend bien compte aussi d'ailleurs, en rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, qui explique aussi justement cette articulation entre, l'enjeu, la question de l'articulation entre le domestique, le travail domestique, voilà, le soin aux enfants, etc., et en même temps la production à domicile, et comment ça fait partie finalement de l'économie textile du moment. Mais voilà, en termes de lutte collective, c'est plus porté voilà, par des individus, relayé après individuellement par les syndicats. Et il y a quand même quelques structurations syndicales, mais qui sont finalement de manière épisodique, quoi, on va dire. Après, on est aussi dans la période de la première vague, de la dite première vague féministe. Bon, alors après, voilà, maintenant c'est discuté dans l'historiographie, on ne parle plus vraiment en termes de vague, mais je le dis quand même parce que je me dis que ça fait écho peut-être à des choses que vous avez en tête, c'est-à-dire le mouvement suffragiste, ce qui fait qu'il y a un lien aussi entre le mouvement suffragiste qui s'organise et qui s'interroge sur l'action du travail. Et d'ailleurs, moi, j'étais frappée, c'est ce que je disais à Tanguy aussi en aparté tout à l'heure, dans le document qu'il a donné tout à l'heure sur la réalisation du film, elles mettent en avant l'idée qu'elles disent notre féminisme consiste surtout, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles assument une orientation féministe, ce qui ne sera plus le cas par la suite dans le mouvement ouvrier, CGT notamment, CVDT aussi, voilà, où il y a eu plus une distanciation qui s'est opérée. Donc en tout cas, voilà, là on est dans cette période-là, et c'est aussi beaucoup porté par la structuration nationale et même internationale des féministes. La question du travail, elle est absolument centrale dès le départ, en fait, même dès la fin du 19e, etc. Et sur la question, du rapport des ouvriers, alors là on change de période. J'arrive dans les années 70 et jusqu'aux années globalement 2000. Alors, sur la question de la sous-traitance, donc déjà, l'enjeu, il n'est pas tant autour de la sous-traitance que dans le fait que les entreprises ferment et que, de fait, elles se retrouvent... Alors, après que elles se retrouvent quelquefois, par exemple, bon, je vais donner un exemple concret, ça va être plus simple. Chantel, il y a le site de Saint-Herblain a fermé en 1994. Certaines ont été réembauchées à Couëron. Et en fait, les machines ont été transférées notamment au Maghreb. Et elles se retrouvaient du coup à réparer, contrôler le travail effectué par leurs collègues au Maghreb. Parce qu'à Couëron, du fait de leur savoir-faire, etc., donc tout ça, on est en Loire-Atlantique, là, parce que je n'ai pas trop précisé les lieux tout à l'heure dans ma présentation, je me suis dit. Mais en tout cas, voilà, du coup, elles avaient une connaissance du travail qui était effectué là-bas. Et en même temps, alors forcément, en fait, c'est compliqué. C'est une question qui est véritablement compliquée. C'est-à-dire qu'elles savent très bien que les sites ont fermé parce que c'était plus rentable de les produire ailleurs. Mais en même temps, elles savent très bien que c'est des ouvrières comme elles qui, du coup, sont payées genre 2 fois moins qu'elles et qui, en plus, même plus peut-être que ça, et qui, selon elles, là, moi, je tiens les discours qu'elles tiennent, font un travail qui est moins, moins expert que celui qu'elles effectuent. Et ça, c'est valable pour Chantel et c'est valable aussi pour le Jabi. C'est-à-dire que le Jabi, ce qui est très fou, et c'est une contradiction, c'est-à-dire que l'usine ferme et elles continuent de porter du Lojabi alors qu'elles savent qu'il n'y a plus de sites français qui produisent du Lojabi, elles savent qu'il est produit ailleurs, mais en fait, et que du coup, il est produit, même elles le disent, en Chine, etc. Et que c'est un produit qui est de moins bonne qualité et pourtant elles continuent quand même de le porter parce que c'est aussi le Jabi, etc. Donc elles savent bien, elles ont vu dans leurs années d'ancienneté à l'usine les évolutions. Même par exemple, il y a un moment, il y avait la dentelle de Calais qui était utilisée et puis après plus. Et puis après, voilà, tout a changé. Finalement, il y avait, tout a été effectivement sous-traité d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, je sais pas, je réponds trop longtemps. Ok, voilà. Merci Fanny. Peut-être un mot, Tanguy, sur la question, et puis on prendra l'autre question.
sur les formes de mobilisation aussi, et effectivement, donc je vous ai parlé de coopérative qui est créée en 1908 par l'Entraide, enfin, la coopérative s'appelle l'Entraide en 1908 par Gabriel Duchesne, ce mouvement international de mobilisation des femmes, et ce syndicalisme aussi, qui est assez faible en fait, hein. Mais c'est pour ça que les choses s'accumulent en fait. Il y a une grève quand même d'Imidinet en 1911-1912, donc ça préfigure aussi cette prise de conscience, et là je me répète, mais il y a une juxtaposition des formes de mobilisation qui se font par le syndicalisme, parce que vous avez vu que le scénario du film est créé dans la Fédération de l'habillement, dans le 15e arrondissement. Il y a eu ce mouvement de grève un peu avant, donc il y a cette coopérative, et il y a on est à l'époque des éducateurs moraux. Ça devient une question morale aussi. Le fait de ne pas laisser les femmes travailler 11 heures, 12 heures, du coup... plus parfois, hein, puisque le travail ne peut pas être contrôlé parce qu'elle l'amène chez elle. Donc ça devient un débat national qui joue sur tous les registres, des registres syndicaux, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi en fin de compte. Et c'est pour ça que ça aboutit, à cette loi de 1915. Et la coopérative de l'entraide, elle va disparaître, mais elle ne sera jamais fiable économiquement. En fait, il y aura toujours des généraux donateurs qui vont aussi apporter de l'argent. Voilà, donc on se mobilise sur plusieurs fronts. On va prendre une dernière question. Donc, monsieur, je vous ai coupé tout à l'heure. Non, vous êtes sûr? Bon, alors, une dernière question. Allez-y, madame. Mais faites. Ah, non, ça ne nous contrarie pas tant que ça. La question était, y a-t-il des pistes pour baisser la consommation de vêtements? Est-ce que vous êtes intéressé, peut-être Fanny ou Julia, à ces questions? J'aimerais bien la réponse. C'est une réponse complexe, mais très urgente. Je pense que ce qui est fondamental de ce que... Moi, j'ai enseigné beaucoup dans les écoles de mode. J'enseigne encore parfois, autant chez les stylistes, autant chez les gens qui étudient la mode comme phénomène social, mais aussi j'ai fait des interventions dans d'autres types de formations. Et comme je disais, la mode et le vêtement, c'est avant tout un imaginaire, une projection de soi, un désir de se transformer. Donc moi, je pense qu'on pourra baisser la consommation si on change les imaginaires, si on change vraiment les représentations de ce qui est beau, de ce qui est le luxe, de ce qui est... Mais je suis très sérieuse. Et du coup, je pense que, et encore, c'est quelque chose que je dis toujours à mes étudiants et étudiantes, que particulièrement les étudiants et étudiantes qui travaillent avec les images dans le digital, les représentations, les médias, ont une responsabilité politique très très importante parce qu'elles peuvent participer à un changement des représentations, un changement des désirs. Ça ne viendra pas des marques. Moi, voilà, sur ça, je suis radicale. Mode durable, toutes ces choses-là, j'ai une pensée assez tranchante sur la question. La mode s'inscrit dans une dynamique qui est celle du capitalisme. Le but ultime, c'est de faire du produit, de produire. C'est une industrie je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marques qui soient intéressées à produire moins. Par contre, en tout cas, à gagner moins. Par contre, je pense que vraiment, il y a un travail à faire très, 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 très fort sur les représentations, sur les imaginaires et sur les désirs qui peut et qui doit être fait. Merci. En fait, on est obligé de s'arrêter, je crois, à 15h30. Par contre, j'imagine que tout le monde va s'acheminer vers l'extérieur, donc on peut continuer la discussion dehors. Merci beaucoup.